Hey, salut tout le monde! Bonjour! Salut! À mes 20 élèves du cours de monde contemporain et d'éducation financière, hey, salut, vous allez bien? Vous allez bien? Je suis super content de vous parler. Donc, aujourd'hui, c'est un peu spécial aujourd'hui, en fait, parce que cette semaine, dans cette deuxième semaine-là, vous avez un travail à faire concernant le chapitre tension et conflit, spécifiquement sur le conflit en série. Donc, on vous a donné un genre de dossier documentaire avec un questionnaire à lequel vous allez devoir travailler. D'ailleurs, le chapitre tension et conflit, c'était le chapitre qu'on devait faire en monde contemporain à la fin de l'année. On était supposé d'ailleurs de terminer complètement l'année avec ça. Étant donné que j'ai juste 20 élèves, et quand je dis juste, vous savez que vous êtes tous la gang où c'est important les uns que les autres, mais évidemment, je ne mettrai pas, moi personnellement, autant de temps que mes 151 élèves que j'ai dans mon cours à option d'économie, médias et société. Donc, c'est pour ça que je travaille en collaboration directe avec M. Ménard, qui, vous savez, est mon grand ami, mon grand collègue. Ça fait presque maintenant 15 ans que je travaille avec M. Ménard. Et puis, M. Ménard, lui, il a 6 groupes de monde contemporain. Donc, ce qu'on a décidé de faire, c'est qu'on travaille ensemble pour confectionner les vidéos, pas les vidéos, mais on travaille ensemble pour confectionner les travaux, puis on en discute ensemble, mais pour ce qui est des vidéos qui vont être faites, je vais quand même utiliser les vidéos que M. Ménard va faire. Donc là, je vous parle juste avant sa vidéo, et dans la vidéo que vous allez regarder dans quelques instants, il va tout vous expliquer le travail à faire et il va aussi vous donner des informations sur le fameux conflit en question. Très intéressant, M. Ménard, vous savez que c'est le deuxième meilleur enseignant de l'école après moi, je pense. Et vous allez être quand même entre très bonnes mains. Juste pour vous dire que je vous invite évidemment à communiquer avec moi et pas avec M. Ménard, évidemment. Si vous avez des questions concernant le travail, si vous avez des questions concernant le cours, concernant ce que vous allez avoir à faire en général. Vous pouvez me rejoindre sur Teams. Vous pouvez venir me parler pendant mes 2 séances de réunion en direct les mardis, mercredis de 10h à midi sur Teams. Donc, j'ai changé ça. Je suis plus sur Moodle parce que vous n'êtes jamais venu me voir. D'ailleurs, mon groupe de monde contemporain d'éducation financière, vous avez quand même été très absent pendant toutes les semaines de confinement, même au niveau du travail facultatif. J'ai pas grand monde qui est venu m'en donner avant, à part un, mais je vais garder son nom secret. Voilà, fait que c'est ça, fait que vous pouvez me rejoindre là, vous pouvez me rejoindre par courriel, gênez-vous pas pour me poser des questions. Oui, vous allez avoir des travaux à faire en économie. Donc là, on a fait 2 semaines en monde contemporain. Vous allez en faire 2. Les 2 prochaines vont être en économie. Et les 2 prochaines semaines en économie vont être plus directes. Là, on va vraiment faire un cours sur les normes du travail avec les notes de cours. Et là, c'est M. Ménard, encore une fois, qui va vous donner les cours en vidéo. Mais je vais toujours faire une petite apparition avant probablement la première vidéo. Je pense qu'il va en faire 2 pour les normes du travail, juste pour vous donner quelques consignes comme ça. Alors, sans plus tarder, allons-y avec l'extraordinaire, l'incroyable, le plus grand que nature, M. Ménard, pour l'explication du travail de la semaine. Allez-y, M. Ménard, on vous écoute. Alors bonjour à tous et bienvenue pour cette deuxième semaine de l'École à la maison en éducation financière et monde contemporain. Bien heureux de vous retrouver dans cette nouvelle formule. Je vous dirais que je commence à m'y plaire d'enseigner à la maison. J'ai l'impression que à travers cette crise-là, on va découvrir des nouvelles façons d'enseigner, que ça va transformer nos pratiques. Alors, j'espère que ça vous plaît, que vous ennuyez pas trop là, de notre présence en classe. J'aimerais profiter aussi et prendre 2 petites secondes pour dire un bonjour particulier aux élèves de M. Lafrenière qui vont joindre à nous aujourd'hui pour les explications
du travail de la semaine 2. Alors, je sais que j'ai pas la réputation de M. Lafrenière, un YouTuber connu à travers le monde, mais je vais tenter de vous rendre ça quand même très très clair et de vous garder là, avec moi jusqu'à la fin. J'aimerais prendre aussi 2 petites secondes pour féliciter mes élèves pour la participation à la semaine 1. Vous êtes extrêmement nombreux à avoir rempli le sondage, alors j'apprécie beaucoup, ça me permet d'avoir vos adresses courriel. Vous êtes très nombreux aussi à avoir remis les travaux, à être venus me poser des questions sur Team. Alors c'est génial, on ne lâche pas. Je suis très impressionné par votre engagement dans la réussite et on s'en va comme ça tranquillement vers la fin de l'année scolaire. Alors bravo, on ne lâche pas. Il reste à peine 4 semaines. 2 petites sections aujourd'hui dans ma vidéo. Numéro 1, comme j'ai dit tantôt, je vais vous présenter rapidement le travail de la semaine 2. Et numéro 2, je vais faire une section particulière. En quelques minutes, je vais tenter de vous résumer l'historique d'un conflit, malheureusement, qui dure depuis 2011, et c'est le conflit en Syrie. La section 2, elle est facultative, donc elle n'est pas obligatoire pour faire le travail. Par contre, ça peut vous aider à rédiger votre introduction et votre conclusion. Donc, c'est pas mauvais de mettre un peu de chair alentour de l'os. Donc, si vous voulez vous accrocher jusqu'à la fin de la section 2, ça va être quelques minutes qui vont peut-être vous aider à mieux comprendre le conflit en Syrie puis à faire votre travail. Donc, sans plus tarder, on passe tout de suite à la présentation du travail de la semaine. Si nous avions été en classe, le dernier module de l'année que nous aurions travaillé, c'est tension et conflit. Et c'est un module hyper intéressant. Il y a beaucoup de choses qu'on aurait pu voir. Alors, on aurait pu analyser des conflits récents dans l'histoire, les raisons qui ont mené à ces conflits-là, les causes des conflits, les façons de mettre fin aux conflits. On aurait parlé de démocratie, négociation. Malheureusement, ce ne sera pas le cas, comme vous le savez, cette année. Donc, on a dû restreindre quand même notre choix. On voulait quand même travailler ce module-là qui est tension et conflit. Et cette semaine, donc, on a arrêté notre choix de travail sur un texte d'opinion. Donc, vous pouvez le voir ici. Alors, vous devrez rédiger comme ça un texte d'opinion. Et on a, comme vous l'avez entendu tantôt là, dans mon introduction, on a décidé de concentrer nos efforts sur un conflit en particulier qui est celui de la Syrie. C'est sûr qu'on en parle un petit peu moins depuis quelques semaines, depuis la pandémie, mais c'est quand même un conflit qui perdure et qui est un de ceux qui a fait énormément de morts et de déplacés dans le monde. Et puis un petit lien avec notre module population du début de l'année. Donc, le conflit en Syrie, donc ça fait déjà 9 ans qu'il dure. On ne peut pas en 1 heure, là, parce que le travail de cette semaine dure environ 1 heure, c'est notre engagement, passer à travers tout le conflit. On s'est concentré sur 2 événements extrêmement précis qui ont eu lieu le 4 avril 2017 ainsi que le 6 avril 2017. Donc, première chose, le 4 avril, le sympathique dictateur du pays, Bachar el-Assad, dont on va reparler tantôt, décide d'utiliser des gaz chimiques pour bombarder les rebelles, mais au passage aussi les civils. Et ça, c'est interdit par tous les traités internationaux. Alors, dans tous les traités là, qui gèrent ou qui entourent la guerre ou qui encadrent les guerres dans le monde, l'utilisation d'armes chimiques, que ce soit des gaz sarins ou autres gaz du genre, sont totalement interdits. Et face à ça, 2 jours plus tard, Donald Trump a été extrêmement choqué de la situation. Je me souviens d'avoir vu en conférence de presse parler de Beautiful Babies qui avaient été tués par l'attaque au gaz du dictateur Bachar el-Assad, a décidé de répondre avec une attaque de missiles sur la base militaire d'où avaient décollé les chasseurs qui avaient fait l'attaque au gaz sur la population. Alors pendant une nuit, là, une 60aine de missiles ont été tirés sur la base aérienne et ça s'est arrêté là. Il ne s'est plus rien passé par la suite, donc il n'y a plus eu d'autres représailles. Ça a été d'ailleurs à peu près une des seules interventions militaires de Donald Trump durant son mandat depuis 2016. Et donc, suite à ces 2 événements-là, la question à laquelle on va vous demander de répondre cette semaine, c'est la suivante. Est-ce que était-il légitime ou correct, là, si on met ça dans des mots un petit peu plus simples, pour le président Trump de bombarder la Syrie suite aux événements du 4 avril? Donc, est-ce que ce qu'il a fait était correct? Est-ce que c'était légitime? Est-ce que c'était légal? Est-ce que c'était moral de faire ça? Parce qu'on sait que quelque chose peut être illégal, mais quand même demeurer éthique ou moral et vice-versa. Alors, vous allez devoir vous prononcer là-dessus. Et là, je vous entends dire, mais M. Ménard, je n'en ai aucune idée. Comment puis-je faire pour me faire une opinion sur le sujet? Bien, on vous fournit 2 outils pour arriver à faire votre opinion. Premier outil, vous allez descendre dans le document. Vous allez trouver un dossier documentaire. Donc, on a réuni pour vous environ une 12aine de documents que vous allez pouvoir lire et utiliser pour vous faire une idée. Et le deuxième outil qu'on a préparé pour vous, c'est tout simplement une section de notre cours qu'on aurait vu cette année, là, si on avait été en classe, et qui concerne, entre autres, le droit à la guerre. Donc, oui, il y a un droit international qui encadre
les interventions militaires, l'utilisation des armes, la guerre. Donc, on a fait un petit résumé d'environ deux, trois diapositives qui vont vous aider, à étayer votre opinion, à vous faire une opinion et à répondre en environ 150 mots. Alors, c'est pas, je pense même que vous allez probablement dépasser 150 mots. Donc, à répondre en 150 mots à la question, est-ce que c'était légitime pour Donald Trump de bombarder comme ça la Syrie, 2 jours après que Bachar el-Assad ait utilisé des armes chimiques? Structure de votre texte, c'est un classique, vous le connaissez. Alors, petite introduction, argument 1, argument 2, argument 3, suivi de la conclusion. Et j'ai ici, ce qui est en bas, c'est facultatif. Alors, c'est pas du tout nécessaire, mais si jamais vous avez un petit 30 ou 40 minutes et que vous avez accès à Netflix, il y a un documentaire sur Netflix qui s'appelle Les Casques Blancs, qui est très, très bien fait. Et c'est des hommes en Syrie dont le mandat est de sauver la vie des civils quand ils sont bombardés, peu importe par qui, que ce soit par le régime syrien, par Bachar el-Assad, par les rebelles, par l'État islamique. Alors, eux, chaque jour, risquent leur vie pour sortir les gens des décombres, pour tenter de les protéger. Et c'est un super beau documentaire qui a été fait il y a à peu près 2 ou 3 ans et qui est vraiment un extra. Donc, c'est pas nécessaire, c'est vraiment facultatif. Mais si jamais vous avez une chance puis vous n'avez pas trop de travaux à la maison, en mathématiques ou dans les autres matières, vous pourrez aller consulter le document et y jeter un petit coup d'œil. Alors, pour mes élèves à moi, vous allez me remettre ça tout simplement sur Moodle, comme vous le faites à l'habitude. Je vais ajouter tous les documents nécessaires ici, le PowerPoint, le diaporama, et je vais créer ici en bas, comme à l'habitude, une remise de travail. Donc, 150 mots, mais comme je vous disais tantôt, vous allez probablement dépasser un peu le 150 mots. Maintenant, deuxième section, pas évident, je vais tenter de vous présenter en quelques minutes, 2 ou 3 minutes, un conflit qui dure depuis 9 ans, qui est extrêmement complexe, mais c'est pas grave, donc c'est sûr qu'on va laisser de côté beaucoup d'informations qui pourraient être très pertinentes, mais je pense que ça va quand même énormément vous aider pour rédiger votre introduction et votre conclusion, en tout cas mettre un petit peu de détails pour que vous compreniez mieux, parce que oui, on va travailler les événements d'avril 2017, mais comprendre le conflit un petit peu plus dans sa globalité. Donc, on recule en 2011. Qu'est-ce qui se passe à l'époque? Apparaît dans les pays arabes un mouvement qu'on appelle le printemps arabe. Donc, les jeunes manifestent, les jeunes sont tannés d'être dirigés par des dictateurs et décident comme ça de prendre la rue, et ça va durer plusieurs semaines, plusieurs mois. Et comme on le voit ici sur la carte, dans certains pays, on va réussir à démettre le dictateur, à le remplacer. Ici, je suis en Libye, entre autres, Kadhafi qui est décédé. Est-ce que ça va mieux aujourd'hui? Non, c'est pas parce qu'on enlève un dictateur ou on remplace un dictateur que la démocratie par magie s'installe, mais le dictateur a été tué. Un des pays où ça a mieux fonctionné, où c'est maintenant démocratique, c'est d'ailleurs de mémoire le seul pays démocratique des pays arabes, c'est la Tunisie. Et il y a un pays où ça a malheureusement extrêmement mal viré, c'est la Syrie, et c'est le pays qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le conflit, la guerre civile dont on va parler. Il y a un dictateur en Syrie qui s'appelle Bachar el-Assad, qui a décidé à l'époque que lui gardait à tout prix le pouvoir, et ça a déclenché une guerre entre les pro-Assad, donc ceux qui voulaient que Assad reste au pouvoir, et les rebelles finalement, et ceux qui voulaient que Assad s'en aille. Et vous voyez ici Bachar el-Assad avec son très bon ami, parce que vous savez que les pays ont des alliés comme ça, et l'allié principal de la Syrie, c'est Vladimir Poutine, c'est la Russie. Entre autres, les Russes ont fourni d'équipements militaires à la Syrie, et la Syrie doit énormément d'argent à la Russie. Donc, si le régime s'écroulait, c'est des milliards de dollars que la Russie n'aurait pas récupérés, ce qui explique entre autres le soutien des Russes au maintien du régime de Bachar el-Assad en Syrie. Et ce que ça donne, donc au fil des années, les différents groupes en présence vont se battre pour conquérir le territoire, et ça donne une carte qui a l'air de ça, comme une gruyère, un peu un fromage. Donc le territoire est divisé. Ici on monte à 2017, alors la carte a changé, c'est certain depuis ce temps-là, mais c'est juste pour vous présenter les 4 groupes en présence, les 4 principaux groupes en présence. En jaune, vous voyez, c'est les pro-Assad, donc ceux qui veulent que le dictateur reste au pouvoir, qu'on retourne finalement à ce que c'était avant le printemps arabe. En vert, ce sont les rebelles qui sont contre Assad, qui ont déjà eu beaucoup plus de territoire au début, puis tranquillement, se sont fait reprendre le territoire par les forces du régime. En rose, ici en haut,
On a un autre groupe complètement différent qui s'appelle les Kurdes. Les Kurdes, c'est un peuple qui n'a pas de territoire, qui sont entre autres en Syrie et en Irak, qui depuis des décennies veulent finalement se faire un pays, veulent avoir un bout de territoire pour se faire un pays. Et vous avez un groupe qui est beaucoup moins important aujourd'hui, mais qui était beaucoup plus important il y a une dizaine d'années, il y a 5 ans encore, qui est l'État islamique. C'est un groupe terroriste qui voulait prendre le contrôle de la région. Fait que vous avez ces 4 groupes-là qui se battent, qui se tirent dessus, qui se font la guerre pour reprendre des petits bouts de territoire. Et à travers tout ça, ben, c'est la population, c'est les civils qui ont le plus souffert, malheureusement, de la guerre civile. Vous voyez ici des images, là, des millions de personnes qui ont pris à peu près pas grand-chose, là, qui tenaient dans un sac, qui ont décidé de prendre la route et de s'exiler, de s'en aller de la Syrie parce que leur vie était menacée tout simplement. Il y a des endroits à un moment donné où les villes étaient enclavées, les gens mouraient pratiquement de faim. Donc ça a été atroce pour les civils syriens. Beaucoup ont décidé de fuir vers l'Europe. On le voit, la Syrie, c'est ici, là, dans le nord, là, en haut du Moyen-Orient. Alors par la mer, prenaient des bateaux, tentaient de se rendre en Grèce, en Turquie. Beaucoup y ont laissé malheureusement leur vie dans des espèces de bateaux là, pas très très sécuritaires. Certains ont réussi. On se souvient aussi qu'au Canada, on avait accueilli beaucoup de réfugiés syriens. On s'est engagé à en accueillir 25 000. On a atteint l'objectif. On en a accueilli environ 7 500 au Canada. Le Canada, entre autres, c'était Justin Trudeau qui était là à l'époque, qui avait dépêché des avions là, pour aller chercher des réfugiés syriens là-bas. Puis aujourd'hui, ben, ils sont intégrés à la société canadienne et vivent parmi nous. Mais ça avait fait grand cas à l'époque, donc beaucoup de pays dans le monde avaient accepté de recevoir des réfugiés. Beaucoup, dans le fond, passent là, soit par la Grèce, par le sud là, de l'Europe ou le nord de la mer Méditerranée et vont se rendre dans les pays un petit peu plus riches. Là. Beaucoup se sont rendus en France, certains à Calais, s'étaient même installés dans un camp et tentaient de rejoindre l'Angleterre par l'Eurotunnel, finalement de traverser. Alors ça a donné des vagues incroyables de migration. L'Allemagne a reçu 1,5 million là, au moins d'immigrants. Ça a donné des mouvements racistes aussi, des mouvements d'extrême droite de gens qui se sentaient envahis, sentaient perdre le contrôle du pays par cette vague incroyable-là de migrants qui arrivaient entre autres de Syrie, mais d'ailleurs aussi. Là. Il y avait des migrants d'Afrique, des migrants qui partaient même jusque de l'Afghanistan pour remonter jusqu'en Europe. Alors ça s'est calmé un peu, cette vague massive de migration, mais il n'y a rien qui nous dit là, que ça ne reviendra pas. Présentement, le monde gère autre chose qui s'appelle une pandémie, mais éventuellement, on verra peut-être une nouvelle vague là, massive là, de migration. Alors, c'est très rapide. Alors, j'ai tenté de vous expliquer un peu là, ce qui entoure le conflit en Syrie. Il y a plein de vidéos qui existent là, sur Internet que vous pourriez trouver pour en savoir plus, mais je pense que vous en avez assez maintenant pour pouvoir répondre à la question sur l'événement précis dont nous avons parlé tantôt, là, qui était l'utilisation de la force par Donald Trump pour bombarder l'aéroport d'où étaient partis les chasseurs syriens qui avaient utilisé des gaz chimiques. Alors voilà, j'espère que c'est un petit peu plus clair pour vous maintenant ce qu'il faut faire cette semaine. S'il y a des questions, on ne se gêne pas, vous m'écrivez sur Teams. Alors je vous souhaite une bonne semaine de travaux à la maison. Puis on se revoit la semaine prochaine pour les explications de la troisième semaine qui, cette fois-ci, va être en éducation financière. Alors on se souvient que les 2 premières semaines Monde contemporain. Et là, pour les 3 dernières semaines de l'année, on s'en va en éducation financière. Donc, préparez-vous, on va changer complètement de sujet. Et on va parler, entre autres, là, des normes du travail, sujet très intéressant. La plupart d'entre vous travaillent ou vont travailler bientôt. Alors, voilà, ça va certainement vous intéresser. Alors, bonne semaine, portez-vous bien, puis au plaisir de vous voir. Bye bye.